Aujourd'hui, on va parler des conventions industrielles de formation par la recherche. Autrement dit, on va parler de la CIFRE. J'aimerais donc m'appuyer sur le rapport d'enquête intitulé Faire une thèse en CIFRE en sciences humaines et sociales, qui a été publié par des chercheurs de l'EHESS et de l'Université Paris 1 en 2021. Pour résumer et paraphraser ce rapport, il y aurait deux grands profils de doctorants et de doctorantes en CIFRE. Celles et ceux qui voient la CIFRE comme un moyen de financer leur doctorat, d'avoir un accès privilégié au terrain et à la recherche-action, mais qui, dans tous les cas, auraient trouvé une autre source de financement pour leur thèse avec ou sans la CIFRE. Et à l'inverse, il y aurait celles et ceux qui n'auraient pas fait de thèse s'il n'y avait pas eu le dispositif de la CIFRE. Dans ce cas-là, ils tendraient à développer des compétences professionnalisantes et à s'éloigner du milieu universitaire. Comme le dit le rapport, l'objectif n'est pas de stigmatiser un profil plutôt qu'un autre, mais en revanche, et là je cite la page 4, de constater des divergences dans les conditions d'exercice de la recherche qui apparaît parfois dégradée en CIFRE. Si cet état des lieux peut paraître un peu obscur à première vue, je vous laisse découvrir le témoignage de Guillaume qui va nous donner de nombreuses clés pour comprendre ce qu'est un contrat CIFRE. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode parce que vraiment, je pense que ça va être un épisode qui va intéresser beaucoup de monde et surtout en études hispaniques. Parce que je pense que tu as un peu un inédit en France. Mais je crois, ouais, j'essuie les plâtres, T'ouvres peut-être une voie pour les autres. Moi, je le vois plutôt comme ça. peut-être. Bon, alors Guillaume, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast pour un super épisode autour de la thèse CIFRE, mais pas que. Et est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter brièvement et nous dire quel est ton lien à la recherche? J'y suis allé petit à petit. À chaque nouvelle étape, j'ai décidé de poursuivre mes études, alors que c'est pas forcément quelque chose que j'avais anticipé. Moi, j'avais fait un bac SES, donc sciences économiques et sociales, et juste après le bac, j'ai commencé une fac de sociaux que j'ai arrêté, j'ai abandonné mes études, puis je suis parti un an en Amérique latine. Et au retour de ce voyage, là, j'ai entrepris des études des études hispaniques et hispano-américaines. J'ai fait une licence, un Erasmus, ensuite master, agrégation et maintenant le doctorat. Ok, le fameux passage par les concours, comme beaucoup d'autres participants qui sont passés par là avant toi. Et les voyages Erasmus en Amérique latine, c'était un petit peu dans plusieurs pays ou c'était concentré à chaque fois sur un pays en particulier? Alors j'ai fait un voyage avant de commencer mes études d'espagnol. Là, je suis parti tout seul avec un sac à dos, principalement en Argentine et tous les pays autour. C'est là que j'ai découvert un peu un intérêt marqué pour le continent latino-américain. Et après, en troisième année de licence d'espagnol, là, je suis parti un an à Malaga. Et je me demande, bon, tu disais que tu avais arrêté la fac de sociaux, mais malgré tout, est-ce que t'en retires des choses aujourd'hui pour appréhender la recherche? Est-ce que tu as encore des pratiques méthodologiques qui te servent? Alors, je sais pas si j'ai des pratiques méthodologiques en tant que telles, parce que j'ai pas eu le temps de forcément m'en imprégner. Mais c'est des centres d'intérêt ou peut-être un regard que j'ai sur ce qu'on appelle en études littéraires la civilisation qui m'est resté. Moi, j'ai toujours été plus attiré par l'aspect civilisation que la littérature ou la linguistique. Ouais, et puis maintenant tu vas peut-être y revenir justement à la socio à travers des lectures. Et j'y reviens tout à fait, ouais. Et donc, ce qui est toujours intéressant aussi, c'est quand il y a eu un passage par le concours, comment est-ce que tu
prépares le doctorat? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses dès la fin de ton année de préparation de concours ou plus tard? Parce que bon, on sait que les inscriptions, il faut quand même les anticiper un peu, mais comment ça se passe ce passage agrégation doctorat? Alors, moi, je reviendrai un peu avant, c'est le passage du master au doctorat. C'est-à-dire que j'avais jamais imaginé passer la grègue ou n'importe quel concours. J'ai pas du tout envie d'être prof. Et donc, quand j'étais en fin de master, je voyais que pour postuler au contrat doctoral, au niveau du calendrier, j'aurais pas rendu mon mémoire à temps, donc je pouvais pas postuler cette année. Donc, histoire d'avoir une année post-master à préparer mon doctorat, bah, j'ai décidé de passer l'agrégation. Il se trouve que la première année, je l'ai pas eu, donc j'ai retenté ma chance. Mais j'avais déjà l'idée de pas prendre mon poste d'agrégé, mais de poursuivre en thèse. Et il se trouve par hasard que lors de la deuxième année de préparation à la grecque, on m'a parlé d'un certain contrat CIFRE et voilà. Je suis rentré en thèse par ce biais-là, mais je pense que s'il n'y avait pas eu la CIFRE, je l'aurais fait dans tous les cas. Bah, dans mon cas précis, le projet de thèse, j'ai pas eu trop besoin d'y penser parce que j'ai répondu à un appel à candidature et donc c'est pas mon projet personnel de thèse. Moi, je réponds à une demande, donc j'ai pas trop eu besoin de m'en occuper tout en préparant les concours. Ouais, c'est la différence avec le contrat doctoral ou un autre projet de thèse non financé où tu réponds aux besoins du demandeur. Et alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, nous donner une définition de ce que c'est la thèse CIFRE pour celles et ceux qui ne savent pas du tout, comme moi? Alors, la thèse CIFRE, donc CIFRE, ça signifie Convention industrielle de formation par la recherche. Et donc c'est un espèce de partenariat public-privé entre un laboratoire rattaché à une université et un employeur qui peut être soit une entreprise, soit depuis 2006, ça peut être aussi des associations ou des collectivités locales. Donc conseil régional, départemental, des mairies, voilà. Donc c'est un partenariat, c'est en gros une collaboration tripartite entre un doctorant, un laboratoire et un employeur. Et le projet de thèse est censé répondre à un besoin de l'employeur tout en apportant quelque chose, une possible montée en généralité pour intéresser aussi les labos. Et j'ai l'impression que le cas classique d'une thèse CIFRE, c'est plutôt un projet d'un doctorant. Il se trouve que moi, dans mon cas particulier, en fait, c'est l'employeur qui s'est tourné vers le labo. Ils ont monté ensemble un projet de thèse qui pouvait intéresser les deux parties. Et ensuite, il y a eu un appel à candidature. Moi, j'en ai entendu parler dans un cours avec un de nos profs. Et voilà, j'ai demandé un peu des infos. Et puis, de fil en aiguille, alors que je cherchais juste à m'intéresser un peu, à en savoir plus, je me suis retrouvé à candidater pour ce projet-là. Et tu sais s'il y avait, tu sais pas le nombre de candidats, par exemple, qui auraient postulé à cet appel? Non, pour cet appel-là, je sais pas, parce que moi, j'ai posé des questions un peu dès le début, et du coup, vu que ma candidature les intéressait, je sais pas s'il y a eu beaucoup de concurrents. Mmh. Donc en fait, il y a un vrai, parce que c'est ça que je me demandais aussi, dans le schéma que tu décris, il y a un vrai dialogue entre le labo et l'employeur. Je me demandais si le labo, c'était pas plus un tampon à poser, mais est-ce qu'il y a vraiment un travail, une participation, ouais, concrète du labo dans la construction du projet? Alors là, dans la construction du projet, il y en a eu. J'imagine que pour les 3 ans de recherche qui vont suivre, il y aura un peu moins de liens. C'est vraiment moi, en tant que doctorant, qui veut faire le lien entre les deux, entre le labo et l'employeur. Après, on peut très bien imaginer dans des thèses, le schéma classique un peu de la thèse CIFRE, ça a été construit pour des thèses de ce qu'on peut appeler de sciences dures. Et par exemple, le labo ben, peut fournir du matériel à l'entreprise pour faire de la recherche et développement sur des sujets particuliers, des trucs un peu pointus. Nous, dans notre champ de l'hispanisme, le labo, il n'a pas de...
il n'a pas d'infrastructure qu'il peut mettre à disposition de l'employeur. Donc le lien, je pense, va s'étioler un petit peu. Mmh. Et malgré tout, tu disais le contrat est entre les trois pôles, on va dire. Et donc, est-ce qu'il y a un engagement particulier à la fois de l'entreprise et du labo et du doctorant aussi? Quels sont les grands points où on s'engage à faire ceci en tant d'années? Euh, il y a l'aspect financier, je pense, que j'ai pas présenté. En fait, moi, en tant que doctorant, je suis en CDD employé par l'entreprise, donc je suis salarié de l'entreprise, qui dans mon cas est une association, mais disons de l'employeur en général. Il y a aussi la possibilité d'être en CDI, mais c'est moins courant. Et mon CDD dure 3 ans parce que dans le cadre d'une thèse CIFRE, il y a un financement qui vient du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui alloue une subvention à l'employeur. Et cette subvention est à hauteur de 14 000 euros par an pendant 3 ans. Donc en théorie, une thèse CIFRE, on s'engage à la faire en 3 ans. Il se trouve que c'est a priori jamais le cas. La dernière année, on l'a fait grâce au droit au chômage qu'on a ouvert sur les années précédentes. Ouais, parce qu'alors dans le cas, par exemple, le cas du contrat doctoral, il y a possibilité de demander une quatrième année dérogatoire. Donc, dans le cas de la thèse CIFRE, c'est impossible de demander une quatrième Non. année. Ok. Mais par contre, tu pourrais très bien, après candidater à un poste d'altère au sein de l'université ou un poste enfin, autour de l'enseignement. Il n'y a pas de contre-indication, disons, administrative. En théorie, il n'y a aucune contre-indication, sauf que l'idée de la thèse CIFRE, c'est un peu c'est censé être professionnalisant dans un monde hors université. On est peut-être moins amené à faire de l'enseignement ou de la recherche académique ou dans le cadre universitaire. Euh, Ça, c'est dans les valeurs qui sont affichées. Après, j'imagine qu'il y a beaucoup de doctorants qui veulent retourner vers l'université. Moi, c'est déjà mon cas. Mais contrairement à des contrats doctoraux, on n'a pas de mission d'enseignement qui sont obligatoires. Donc, remettre un pied dans l'université pour avoir un poste d'alterne, je ne sais pas si on est prioritaire. Oui, après, il y aura la question du CV, de l'expérience, mais disons que d'un point de vue, comme je te disais, administratif, t'as pas de bâton dans les roues. Et, mais alors tu disais, alors je comprends bien le fait d'être détaché du monde universitaire, mais est-ce que en tant que doctorant CIFRE, je sais pas si on peut dire comme ça, tu dois quand même, par exemple, valider les heures de formation de l'école doctorale, faire un certain nombre de conférences ou publications pour le portfolio. Ouais, là, il y a les mêmes exigences. Je dois aussi valider des heures de formation comme tous les autres doctorants. Et oui, non, on peut aussi demander des ressources du laboratoire ou de l'école doctorale. On est éligible, comme les autres doctorants, à recevoir des subventions ou des allocations pour financer des voyages ou des participations à des colloques, etc. C'était une question que je voulais te poser, en effet, si parce que alors bon, je sais pas si dans le cadre de ton projet tu es amené, tu dois voyager à l'étranger ou même en France, mais est-ce que par rapport à quelqu'un qui fait un contrat doctoral et qui va devoir donc faire les demandes de subvention au sein de son labo, est-ce que malgré tout l'entreprise à chaque fois est censée prendre en charge? Est-ce que c'est beaucoup plus vu comme un voyage professionnel? Ou avec une prise en charge automatique? Ou est-ce qu'il faut faire en fait les mêmes démarches de demande de financement que n'importe quel doctorant? J'imagine qu'il y a un peu les deux. C'est-à-dire que peut y avoir des missions qui seront financées par l'employeur parce que j'y vais en tant que salarié de cet asso. Et d'autres où je peux me détacher de l'asso et y aller en tant que chercheur indépendant, juste rattaché à mon labo, et donc là demander des financements à l'école doctorale ou au labo. Mais là, c'est un peu le cœur du sujet, j'ai l'impression, c'est de savoir quelle est notre place et à quel point est-ce que on est rattaché à un employeur, et du coup, bah, quelle est notre liberté de parole ou de prise de position vis-à-vis de cet employeur. Là, c'est un peu compliqué.
Est-ce qu'on y va toujours avec l'étiquette de salarié de l'asso, ou est-ce qu'on peut parfois s'en détacher, avoir un regard un peu plus critique sur les activités qu'on mène voilà, il y a des questions de méthodologie et je pense qu'ils sont vraiment pensées assez régulièrement par des disciplines qui ont l'habitude de faire du terrain. C'est vrai qu'en études d'espagnol, c'est pas du tout le cas et du coup, moi je me retrouve un peu à devoir essayer d'articuler tout ça. Donc il y a une position assez intéressante parce que ça m'engage à avoir une posture beaucoup plus réflexive sur l'activité de recherche que ce que j'ai été habitué à faire de par des études principalement axées sur la littérature et la linguistique. Oui, c'est pour ça qu'on reste aussi assez prudent sur le lieu dans lequel tu travailles, parce qu'il y a cette question en effet qui rejoint l'éthique de la recherche, j'imagine, l'éthique de l'entreprise aussi. On peut pas tout dévoiler. Alors ça, j'imagine, c'est une réelle difficulté, peut-être le manque de formation dédiée peut-être aux doctorants qui sont en thèse chiffre. Quelle posture adopter? Et ça, tu sais si, de manière générale, dans les entreprises, les associations, est-ce qu'il y a un accompagnement qui peut être prévu pour le nouveau doctorant qui débarque et qui a jamais fait ça? Au sein de la structure, théoriquement, on est censé avoir un double accompagnement, donc un accompagnement scientifique par ma directrice de recherche et un accompagnement au sein de la structure par un titulaire, un espèce de référent au sein de l'asso. Pour le coup, dans mon cas, mon travail dans l'asso, je suis vraiment livré à moi-même et j'ai l'impression de ne pas avoir d'accompagnement. Et tu sais si t'es le premier Ouais, dans cet assaut-là, moi, je suis le premier à être en cifre. Il se trouve il y a des employeurs qui ont un peu rodé le sujet et qui emploient des chiffres régulièrement, tout comme dans un certain nombre d'entreprises, on prend des apprentis, euh, on prend des jeunes en apprentissage, en alternance, et puis voilà, le fonctionnement se rôde au fur et à mesure. Mais ça, on parle déjà d'entreprises qui ont un volet recherche et développement ou ont un programme de développement très précis, cherchent des réponses à un sujet très précis. Donc là, la cifre, ça peut être intéressant pour eux. Moi, la difficulté que j'ai dans mon cas, c'est que je fais un peu de la recherche fondamentale et je me retrouve impliqué dans des actions enfin, je vais pas développer de projet. On me demande de développer des projets, mais c'est pas forcément en lien avec mon objet de recherche, mon objet de thèse tel qu'il a été conçu au préalable. et est-ce que tu peux, alors encore une fois, en nous donnant les détails que tu peux nous donner, mais quel est ton quotidien du coup? Euh, alors, mon quotidien. On a déjà une répartition du temps de travail en fonction des lieux. Ça, c'est quelque chose de très théorique, mais qui est obligé d'être mise à plat dès le début. Et du coup, ce qu'on avait dit, c'est la première année, je fais 80% chez l'employeur et 20% de mon temps au labo. Donc, en gros, sur une semaine, ça veut dire que j'ai 4 jours dans l'asso et un jour à l'université. Ça, c'est l'aspect un peu théorique. Après, il se trouve que quand je suis dans mon asso, vu que je suis livré à moi-même et que je sais pas trop quoi faire, dans mon quotidien, en fait, je lis des articles, donc je travaille sur ma thèse. Mais comme si j'étais un chercheur non financé, enfin comme n'importe quel doctorant, en fait. Pour l'instant, je fais l'état de l'art. Donc là, il y a déjà, je viens à peine de commencer, il y a déjà un conflit entre ce qu'on attend de moi à long terme et puis ce que je suis capable de faire au quotidien. Oui, parce que j'imaginais la chose, c'est comme si t'as deux projets finalement, le projet avec l'entreprise et ton projet personnel de recherche, et tu dois essayer de jongler entre les deux. Mais ça, tu penses que c'est systématique ou alors il y a des fois où vraiment le travail que tu fais dans l'entreprise ou l'association, c'est vraiment des résultats qu'après tu vas pouvoir intégrer dans ton manuscrit de thèse. Ça, c'est la théorie. En théorie, 100% du travail que tu effectues chez ton employeur, c'est du travail qui sert ta recherche. Maintenant, j'ai l'impression que dans la pratique et sur la réalité du terrain de quelques tassifres avec qui j'ai pu m'entretenir ou de lectures que j'ai fait, j'ai l'impression qu'il y a un décalage qui s'opère entre les activités qu'on attend dans la structure d'accueil
et la production de recherche, plutôt de la recherche académique ou fondamentale, avec une montée en généralité qui est pas forcément applicable au terrain. Ouais, ce qui montre aussi même si justement les tests chiffres montrent que de plus en plus on a envie de connecter université et entreprise, mais qu'il y a encore peut-être des petites choses à ajuster et qu'il y a quand même encore un fossé entre les deux mondes qui ont pas les mêmes fonctionnements, donc j'imagine que parfois c'est difficile de connecter. Euh, J'imagine que ça dépend quand même de la discipline dans laquelle on s'inscrit. C'est-à-dire que de la recherche en sciences dures ou à faire des expériences en labo, par exemple, ça peut se rejoindre peut-être plus facilement, j'en sais rien. Et après, dans les sciences humaines, c'est peut-être plus compliqué, sauf sciences de gestion ou de l'infocom ou du marketing. Là, j'imagine que les attentes de l'employeur et les attentes du labo peuvent se rejoindre plus facilement que sur de la socio ou de la littérature ou ce qu'on appelle dans l'hispanisme la civilisation. Ouais, je te rejoins tout à fait. Je pense que c'est ça. Mais c'est pour ça que ton exemple est super intéressant et super important parce qu'on voit que malgré tout, l'hispanisme, c'est ouvert à ça, mais tout est peut-être à construire. Je sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont en études hispaniques ou même anglophones et qui sont dans ce même cas, on veut avoir vos retours parce que je sais pas s'il y en a beaucoup en France. Mais en tout cas, c'est possible et c'est une possibilité de financement en début de doctorat. Et alors, d'ailleurs, je reviens un peu en arrière. Tu disais que toi, bon, ça, c'était un peu venu comme ça dans un cours, tu avais eu l'info, donc tout s'est bien encastré. Mais est-ce que tu sais s'il y a des plateformes sur lesquelles peuvent être publiées des annonces, ou est-ce que tu sais quelle voie d'information les futurs doctorants pourraient consulter pour avoir accès aux propositions? Alors, le dispositif CIFRE, il est mis en place par l'ANRT, donc c'est l'Association nationale de recherche et technologie. Et sur le site de l'ANRT, du coup, il y a une plateforme sur lesquelles on peut publier des appels d'offres ou des candidatures. Donc c'est autant des labos que des structures, enfin des employeurs ou des doctorants qui peuvent proposer des projets. Et après, toute la partie administrative de dépôt de dossier se fait sur cette plateforme-là. C'est vraiment ce qui centralise le dispositif CIFRE d'un point de vue administratif. Et après, il y a quelques infos et il y a des plaquettes d'informations, mais on ne sait pas trop quelle est la réalité de la thèse CIFRE quand on s'informe juste sur ces plaquettes de présentation officielle du dispositif. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu, enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu toute une démarche administrative avec des dépôts de dossiers en ligne en début de test chiffres. Comment ça se passe cette phase de l'inscription? Et j'imagine que tu dois aussi t'inscrire à l'école doctorale. C'est double. Alors, le point de vue administratif, il y a un dossier à monter entre le labo, le doctorant et l'employeur, avec un projet de thèse avec un espèce d'état de l'art, les objectifs, un calendrier prévisionnel des 3 années, de comment vont se répartir les activités, etc. Présentation de l'encadrant du côté de la structure d'accueil, présentation de l'encadrant du côté du labo, donc directeur ou directrice de thèse, et les attendus de chacun des parties. Il y a une autre partie du dossier plus classique, donc CV, lettre de motivation, diplôme de master, etc. Et une partie réservée à l'entreprise où elle va présenter sa structure socio-économique, histoire qu'on puisse valider est-ce que l'employeur est en capacité d'ouvrir un contrat CDD sur 3 ans. Du coup, toutes ces pièces sont déposées en ligne sur une plateforme, la plateforme de l'ANRT. L'ANRT reçoit ces pièces, les soumet à évaluation. Il y a une double évaluation, une évaluation scientifique. Donc on a un chercheur de la discipline en question qui va évaluer le projet, voir si scientifiquement c'est intéressant, si c'est faisable, si ça n'a pas déjà été fait, voilà, quel est l'intérêt de la recherche.
et un autre expert, on va dire, qui va étudier la structure socio-économique de l'employeur pour voir si il est en capacité de financer de la recherche sur 3 ans. Ces deux personnes vont émettre un rapport à l'ANRT et l'ANRT a des commissions tous les mois sur lesquelles il va statuer en fonction des rapports qui lui ont été remis. Est-ce qu'on décide de subventionner le projet de thèse ou pas? Du coup, moi dans mon cas, on a soumis le dossier, on avait toutes les pièces, on a réussi à tout déposer fin juin 2023 et on a eu la réponse d'acceptation de la CIFRE fin octobre. Donc il y a un petit délai sur lequel on n'a aucune information. En fait, on sait que le dossier a été reçu, mais on ne sait pas dans quelle phase d'évaluation il est, et on ne sait pas si la thèse va commencer ou pas. Donc moi, je me suis inscrit en première année de doctorat en septembre-octobre 2023. Et mon premier mois en tant que officiellement doctorant, j'avais pas encore la réponse. Est-ce que le dossier allait être accepté? Est-ce que j'allais être financé? Ou est-ce que mon sujet tombait à l'eau? Et finalement, 4 mois d'attente, c'est long parce qu'on ne sait pas si on aura une réponse bientôt ou pas. Mais il y en a d'autres, alors plus dans des dispositions post-Covid, qui ont pu attendre presque 1 an pour que leur dossier soit accepté. Donc oui, les calendriers ne concordent pas avec les années universitaires, enfin ne concordent pas toujours. Non, il y a des. Non, dans mon cas, on avait calculé, voilà, si on dépose en mai ou en juin, on peut avoir la réponse entre 4 et 6 mois plus tard, donc plus ou moins début de l'année universitaire. Mais après, il y a des dossiers qui sont évalués tout au long de l'année et qui sont acceptés tout au long de l'année. Donc on peut commencer, on peut s'inscrire en doctorat en octobre et puis avoir la réponse en mai. Et du coup, le financement commence le 1er mai et dure 3 ans à partir de là. Donc, administrativement, on va devoir s'inscrire 4 ou 5 années auprès de l'école doctorale pour un financement qui dure que 3 ans. Si j'ai bien compris, en fait, l'entreprise, elle met en ligne au fil de l'eau comme une entreprise lambda ses annonces, mais sans, oui, se préoccuper du calendrier universitaire et ça peut après décaler l'inscription. D'accord. Alors ça, je savais pas du tout. Et c'est Mm. hyper important de le prendre en compte pour, dans un point de vue du rétro-planning, pour savoir quand est-ce qu'on termine son doctorat. Et je me demandais, est-ce que imaginons, donc tu t'es inscrit à l'école doctorale sans avoir l'approbation de la CIFRE, de l'entreprise. Imaginons l'entreprise dit finalement quelques mois plus tard, non, je n'accepte pas le projet. Est-ce que tu restais quand même inscrit en doctorat ou est-ce que l'ED avait dit sous réserve que l'entreprise accepte le projet? Non, l'inscription à l'école doctorale, elle est indépendante. Euh, je leur ai dit que je faisais une cifre, mais que le dossier n'était pas encore accepté, mais ça leur pose pas de souci. Par contre, je vois mal l'entreprise dire finalement on n'accepte pas le projet parce que c'est quand même ils sont impliqués dans le projet dès le début. Après, éventuellement, ils peuvent, j'imagine, dans une période d'essai, de début de contrat, dire bon bah finalement ça ne fonctionne pas avec la personne qu'on a recrutée, on y met un terme. Et il y en a une période d'essai officiellement, enfin c'est marqué dans le contrat, il y a Alors officiellement oui, parce que dans mon contrat, donc je suis dans une convention collective, j'ai signé un contrat de travail tout à fait classique sur lequel il y a une période d'essai. Ah, j'ai oublié de dire, il y a un montant minimum des salaires, il y a une grille salariale pour les doctorants qui sont en CIFRE, qui est en train d'augmenter en ce moment. Donc c'était autour de 24 000 euros et ça va monter jusqu'à 27 000 euros par an en 2026 ou 2027. Donc voilà, il y a le plancher des salaires est en train d'augmenter. Ça va aussi dans une politique globale dans la nouvelle loi de programmation de la recherche où on cherche à inciter les tests chiffres, à augmenter le nombre de tests chiffres acceptés. Mais donc voilà, il y a un plafond minimum, enfin, il y a un plancher en fait, et après, on peut être pris dans des conventions collectives qui font que on est traité comme un salarié d'un autre niveau, donc respecter une autre grille salariale qui peut être supérieure à ce plancher-là. Mais du coup, moi, je suis un enfin, je suis un salarié classique. J'ai mes jours de RTT, j'ai mes congés payés.
Je dois avoir un volume horaire de travail sur la semaine, bon, qu'on estime, mais ouais, il y a des contraintes parfois de temporalité qui sont pas forcément idéales pour un travail intellectuel de lecture, de s'imprégner de toutes les lectures et de pouvoir en faire des synthèses, de les mettre sur papier, de réflexion qui débordent un peu le contrat de tant d'heures par semaine, prise de repos imposée ou non. Bah, dans l'emploi du temps quotidien, il faut réussir à gérer le tout sans se faire des semaines, enfin, tout en trouvant des moments où se libérer du temps perso qui soit ni la thèse perso, ni la thèse au sein de la structure d'accueil. C'est vrai que c'est là où le monde de l'entreprise rencontre le monde académique et que ça coïncide pas toujours. Mais alors, je me demandais, toi qui as eu avant, voilà, par exemple, tu as fait ton mémoire au sein de l'université avec un rythme, on va dire, étudiant qu'on connaît bien. Est-ce que maintenant, tu as l'impression, est-ce que tu as changé tes habitudes, ton rythme de travail? Est-ce que tu as tendance à avoir euh, une division du travail justement un peu comme un salarié où tu te dis bon quand je rentre chez moi je coupe je me fais plus ou moins des horaires de bureau durant lesquels je travaille ou est-ce que pas du tout tu continues avec un rythme finalement d'étudiant qui compte pas trop ses heures. Je suis pas le plus gros bosseur, donc j'arrive à prendre des pauses, mais c'est vrai que j'ai là je me suis adapté à des horaires de bureau. Enfin, je me suis adapté. Ça me correspond pas, mais quand je rentre chez moi, je bosse plus. Je me suis adapté enfin, j'ai adopté ce calendrier-là. Je pense pas que ça soit le bon pour le travail que je mène pour l'instant, mais ça s'est imposé à moi. Peut-être que pour la première année, deuxième année, ça peut fonctionner et après sur la ligne finale. J'imagine que oui, pour la rédaction, je changerai mon rythme. Mais est-ce que ça ils le prennent en compte? Oui, voilà la répartition de temps de travail, 80% en entreprise, 20% au labo pour la première année. La deuxième année, dans les prévisions, on est passé à 50-50, et puis la dernière année, c'est plutôt 80% au labo et 20% en entreprise, en prenant en compte voilà, un travail personnel plus important parce qu'on est plus dans une phase de rédaction. Ah, c'est super ça. Ça, c'est bien pensé, je trouve. Après, tu nous feras un retour d'expérience dans 3 ans, mais c'est cohérent. Mm. Et alors, j'avais aussi une petite question. Quand tu choisis ton école doctorale, est-ce que tu sais si on peut faire sa thèse CIFRE dans une entreprise qui se trouve dans une ville ou même dans une région et son école doctorale dans une autre région? Je me suis pas posé la question, mais j'imagine que c'est possible. Il y a une convention de partenariat, enfin un contrat de collaboration qui est signé entre le labo et l'entreprise, qui met à plat notamment la question de propriété intellectuelle, etc. Mais voilà, c'est des contrats de partenariat, enfin des contrats de collaboration qui peuvent se faire à distance. C'est un peu comme tout aujourd'hui, on fait des réunions en ligne, c'est par échange de mails, il n'y a pas forcément de rencontres en physique. Et du coup, j'imagine que ne pas avoir la même localisation géographique, ça pose pas de problème. Et même si on a un labo qui est vraiment spécialiste de la question, mais qui est à l'autre bout de la France, ça peut être un plus en fait d'être attaché à un labo qui est vraiment spécialiste pour avoir un meilleur accompagnement scientifique, on va dire. Et je vais même plus loin, mais enfin, je sais pas si tu auras la réponse, mais je me demande aussi, est-ce qu'on peut faire, par exemple, une thèse CIF et en même temps une co-tutelle, être dans une université à l'étranger et donc rattaché à la fois à un labo français et un labo étranger? Il me semble que c'est possible, mais tu es obligé d'avoir un lien avec un labo français. C'est le labo français signe le contrat de collaboration avec l'employeur, et l'employeur doit être une entreprise française, une association française, une collectivité. Voilà. On peut être étudiant étranger rattaché à une université française et faire une thèse financée par ce dispositif, mais voilà, c'est sur le sein du territoire national, on va dire. Ok, bon, on a les différents profils. Et si on va plus loin et que on se projette dans la soutenance, tu disais que tu avais un référent au sein de l'entreprise, de l'association.
Est-ce que tu sais comment est-ce que le jury doit être formé? Est-ce que ce référent doit être présent? Est-ce qu'il faut un quota de membres de l'entreprise? Est-ce que c'est 100% scientifique? Non, c'est 100% scientifique. C'est une soutenance de thèse tout à fait classique. Et c'est là, je pense que dans nos disciplines, ça peut un peu poser problème. Parce que on a ce décalage entre les attentes de l'employeur qui va attendre des retours d'expérience ou des mises en place de projets de développement expérimentaux un peu quotidien au fur et à mesure des 3 ans. Et en gros, la soutenance ou le manuscrit de thèse de plusieurs centaines de pages, ça l'intéresse que moyennement. Donc la soutenance, c'est vraiment l'aspect académique de la recherche. Ok, alors là, donc oui, il n'y a pas de droit de regard de l'entreprise sur ce que tu écris. Voilà, ils se préoccupent pas trop de ce que tu pourrais publier ou dire dans une conférence. Si je pense qu'ils s'en préoccupent, mais ça veut pas dire que les résultats les intéressent de manière directe. Donc il faut mettre à plat dans le contrat de collaboration entre le labo et l'employeur justement la question de propriété intellectuelle, propriété des données, et savoir qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas, qu'est-ce qu'on a le droit de mentionner ou pas sur la structure interne de l'entreprise. Donc ça, c'est des questions qui se posent. Maintenant, je pense que dans la plupart des cas, la soutenance de thèse et le manuscrit final, c'est pas les résultats qui importent à l'employeur. Mais c'est vraiment, enfin, tu l'as déjà évoqué, cette question de l'éthique, mais c'est vrai, je m'étais pas du tout posé la question. Mais c'est vrai que ça peut être des données sensibles que tu manies ou avec d'une certaine confidentialité. Et en même temps, pour donner des résultats de recherche, tu es bien obligé de te baser sur, je sais pas moi, une analyse quantitative ou donc bon, je sais pas si tu as résolu le dilemme encore, mais en tout cas, c'est une vraie problématique. Ouais, ouais, ouais. Et bah, sur notre position de chercheur, parce qu'on cherche, enfin, tout le projet est axé pour répondre à une demande d'un particulier, en fait, d'une entreprise privée. Et donc on cherche pas pour l'intérêt de la recherche en général, mais pour répondre à une question précise d'un acteur qui est intéressé. Donc c'est vrai que la dimension d'éthique de la recherche, c'est une question quotidienne. D'où, voilà, quand on arrive sur un terrain ou quand on est en interaction avec différents acteurs, est-ce que je me présente en tant que doctorant ou en tant que salarié de cette association? Ça change toute la relation que je vais avoir, toute l'interaction avec les personnes avec qui je suis en lien. Et ça modifie potentiellement bah, tous les résultats de la recherche. Oui, complètement. Ouais, ça, j'imagine que ça, il y a peut-être des formations, je me dis, avec l'URFIS, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a peut-être des formations sur la réflexion de la testif de manière générale, toutes disciplines confondues, mais Non, il y a beaucoup de littérature sur toutes les disciplines qui ont l'habitude de faire du terrain, donc anthropologie, l'ethnographie, la sociologie, voilà, sur les observations participantes, la recherche-action, les recherches participatives, voilà. Il y a pas mal de littérature là-dessus, mais après, sur le cas particulier des thèses cifres, et des thèses cifres en sciences humaines et sociales, c'est un peu plus léger. Mais voilà, il existe quand même quelques textes auxquels se référer ou des webinaires et bientôt plein de podcasts sur la question. et on attend ta formation à l'école doctorale dans 1 ou 2 ans. Je suis sûre qu'il y aura un public qui serait demandeur. Tout à l'heure, tu me disais que, si j'ai bien compris, que tu avais pour projet de pas trop t'éloigner du monde académique et peut-être d'y revenir. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, est-ce que tu te projettes au-delà de ces 3 ans? Est-ce que je me demandais aussi, est-ce que il y a parfois des promesses comment on dit, de recrutement à long terme dans l'entreprise où on a fait sa cifre ou quelle peut être la suite? Alors, en théorie, l'intérêt de la cifre, c'est justement d'intégrer le marché du travail hors université. C'est censé être un doctorat particulièrement professionnalisant
dans le sens non académique. Maintenant, moi, je vois bien que le petit microcosme dans lequel j'évolue de ces associations, dans ce type d'activité, c'est pas forcément un milieu dans lequel j'ai envie de faire carrière. Et j'ai pas non plus envie d'avoir d'être expert ou consultant pour des entreprises ou des associations sur ce sujet-là. Je préférerais faire de la recherche plus fondamentale et du coup, je pense que la cifre, c'est pas forcément fait pour moi. Alors, bah, ça me permet de poser une question. Est-ce qu'on peut couper une cifre en cours de contrat? J'imagine que oui. Tu veux toujours arrêter ta thèse. Ça, c'est pareil pour tout le monde. J'imagine que c'est pas spécifique à la cifre. Maintenant, quelles sont les possibilités derrière de recommencer une thèse en partant de zéro? Euh, je sais pas si c'est possible. Donc voilà, on est un peu lié à ce projet. Et puis si ça capote, je sais pas quelles sont les possibilités derrière. Mais il me semble il y a tout autant d'abandon de thèse en chiffres que dans les autres, que sur les contrats doctoraux ou sur les thèses non financées. Ouais, faudrait regarder les statistiques. Ça, j'irai faire un tour. Et donc toi, bon, tu me dis, tu sais pas si c'est le meilleur modèle pour toi. Et après, donc ton rêve, disons, ce serait plutôt recherche type, enfin recherche 100%, ou est-ce que t'aimerais aussi avoir une part d'enseignement, ou plutôt des structures comme le CNRS ou autre chose? Moi, l'aspect enseignement, ça m'intéresse pas trop. Après, c'est vrai que quand on fait de la recherche à l'université, il y a toujours une part d'enseignement, sauf au CNRS, il me semble. Mais moi, c'est plus cet aspect de la recherche qui m'intéresse que, comme dit, d'être consultant ou expert sur un certain nombre de sujets. Et je pense que l'aspect un peu recherche-action, recherche participative, implication auprès des acteurs, ça peut, enfin, j'y vois tout l'intérêt. Et je pense que épistémologiquement, c'est très important que les universités se tournent vers la société civile. Mais je sais pas si le moment de la thèse est le plus approprié pour ça. Et notamment, bah, on a un financement qui dure 3 ans, alors que c'est des projets qui peuvent être beaucoup plus longs. Enfin, si on met en place des expériences sociales avec du public, peut-être que 3 ans c'est un peu court. Et après, on est catalogué dans un type de recherche qui est pas la recherche la plus conventionnelle. Et donc, j'imagine que commencer par une thèse plus classique et après se tourner vers des modes de recherche euh, un peu alternatifs, même s'ils sont tout à fait en vogue aujourd'hui, c'est plus pertinent que de commencer par une cifre et après de se retrouver piégé dans le monde académique parce qu'on a fait quelque chose de peu conventionnel. Bah, je me demande, c'est des questions, hein, dont j'ai pas les réponses, mais je me demande si à la fin, on n'est pas forcément un peu piégé dans les deux sens, parce que est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise, par exemple, va s'intéresser au recrutement d'un doctorant enfin d'un docteur qui a eu aucune expérience professionnelle, mais qui, voilà, qui a quand même acquis beaucoup de compétences lors de son doctorat. Mais est-ce que ne serait-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on va retenir son CV par souvent méconnaissance du profil? Euh, donc je me dis, bon, dans tous les cas, c'est vrai, si t'es que dans l'entreprise, peut-être que l'université peut dire au bout d'un moment, il y a un manque d'expérience au sein du système universitaire, et à l'inverse, l'entreprise peut méconnaître le monde académique. Donc, c'est vrai que c'est bien cette rencontre, et je pense qu'il faut y continuer à la faire, mais en tout cas, il y a encore des défis à relever. Ouais, c'est sûr. Mais je pensais plus du point de vue de la recherche. On peut faire des recherches en partenariat avec la société civile ou avec des entreprises en tant que chercheur. Pas forcément être recruté en tant que salarié alors qu'on a un doctorat sur un sujet très théorique. Mais je veux dire, poursuivre une activité de recherche qui soit vraiment impliquée, mais une fois qu'on est déjà docteur, une fois qu'on a déjà un poste de chercheur. Et pas parce que le doctorat, c'est voilà, c'est une étape de formation à la recherche. Donc là, on choisit une filière dans laquelle se former qui est un peu moins sûre qu'un doctorat classique. J'ai l'impression. Non, je vois tout à fait ton point de vue.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder parce que finalement, bon, je voulais à la fin te poser la question, mais tu y as répondu, je pense, à travers tous les points qu'on a abordés. Quels seraient, pour résumer, les points positifs et les points négatifs de la CIFRE si tu devais t'adresser à quelqu'un qui y pense, qui est peut-être en master et qui se dit, est-ce que c'est une option possible pour moi? Point positif, déjà on est financé. Ça c'est une condition non négligeable, hein. On a un salaire pour les 3 prochaines années à venir. On cotise, voilà, on a tous les avantages de l'emploi. Deuxième point positif, c'est d'avoir un accès privilégié au terrain. Ça, c'est censé être le cas de toute thèse CIFRE. En fait, la structure d'accueil, c'est censé être déjà notre terrain de recherche. Du coup, point négatif, moi, dans mon cas particulier, la structure dans laquelle je suis employé n'est pas mon terrain. Elle est censée me fournir un accès au terrain, mais mon terrain, il est de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, dans mon cas particulier, je suis censé, en fait, au sein de la structure, développer les moyens de me créer un terrain pour y aller. Et donc là, c'est complètement illusoire. Donc ça, c'est, je pense, voilà, un des gros points négatifs de la thèse CIFRE, c'est le manque de préparation du projet et de se dire que, de se lancer dans quelque chose qui est difficilement réalisable sans s'en rendre compte. Sur le papier, ça paraît super et tu te rends compte qu'en fait, c'est une charge de travail énorme et c'est pas forcément le meilleur moyen de faire un doctorat, quoi. Deuxième aspect négatif, c'est les conflits qu'on peut avoir d'un point de vue intégrité scientifique, du fait de travailler pour le compte d'un acteur privé et de pas avoir un financement public et une liberté très large dans la recherche parce que on travaille pour les intérêts d'une structure qui nous embauche à propos. Et donc, un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'être sûr de faire, d'avoir un projet de recherche qui réponde aux besoins de l'employeur et qui soit pas une espèce de double instrumentalisation entre un doctorant qui veut faire un sujet de recherche et qui profite des financements d'une structure privée en devant faire des choix entre voilà, on me demande de faire des trucs qui n'ont rien à voir, mais bon, ça me permet d'avoir un financement. Et de l'autre côté, une entreprise qui n'en a pas grand-chose à faire de la production d'un manuscrit de thèse, mais va utiliser du coup des subventions de l'État pour avoir une main-d'œuvre qualifiée. Enfin, c'est quand même des bac+5 à moindre coût. Il peut y avoir des conflits d'intérêts un peu de toutes les parties prenantes, et je pense que il y a plus de cas où on essaye de trouver un consensus alors que chacun lâche sur des petits sujets pour protéger ses intérêts et c'est pas forcément un projet commun qui est porté pleinement. Je pense que je l'ai déjà dit, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, tous les jours, je me demande est-ce que c'était un bon choix ou pas, mais ça m'invite à tous les jours me demander quelle est ma place en tant que chercheur. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà, il y a un regard réflexif qui, parfois prend la tête, mais qui est indispensable. Et donc voilà, il y a une piqûre de rappel constante. Bon, ben, moi, les personnes qui nous écoutent auront les clés et pourront rentrer dans le processus en connaissance de cause, même si j'imagine qu'après, bien sûr, selon l'entreprise, selon la discipline, les expériences diffèrent. Mais en tout cas, on a une expérience en études hispaniques et hispano-américaines et je suis très contente de ça. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.